Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du lundi 15 novembre 2021. Je vous retrouve donc après un long week-end d'absence. Alors avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés où il se passe clairement pas grand-chose ce matin. On a un début de semaine assez calme, peu de volatilité, des marchés plutôt mous, je trouve, pas beaucoup d'opportunités non plus. Le forex, c'est plutôt calme. Les indices, pareil, ça bouge toujours un peu sur les cryptos, mais dans l'ensemble, un marché plutôt calme. Alors, le principal catalyseur la semaine dernière, effectivement, j'étais absent, mais c'était l'inflation. Donc, la bourse de New York, elle, euh, soutenue par les valeurs de croissance, a quand même fini vendredi en hausse. Toutefois, c'était insuffisant pour empêcher un premier repli hebdomadaire après quand même 5 semaines de progression ayant porté les indices, le S&P, le Nasdaq et le Dow Jones sur des records. Et on constate quand même que sur l'ensemble de la semaine écoulée, elle a été marquée aussi toujours en fait par un réveil des craintes inflationnistes après l'annonce quand même d'une hausse supérieure aux attentes des prix à la consommation aux États-Unis en octobre. Alors sur la semaine, rien de dramatique quand même, on a toujours des indices qui restent extrêmement solides, je trouve. Une fin d'année en beauté ne serait pas à exclure puisque sur la semaine, écoulé, le Dow Jones a seulement perdu 0,63%, le S&P 0,31% et le Nasdaq 0,69%. Actuellement, c'est la double perspective d'une inflation persistante et d'un resserrement anticipé des politiques monétaires qui a pesé en fin de semaine dernière sur les valeurs technologiques. Comme vous le savez, c'est l'un des compartiments de la cote les plus sensibles justement à l'évolution des taux. Et même si Jérôme Powell se montre patient très clairement concernant la hausse des taux, d'autres membres de la Fed, eux, sont un peu moins patients et estiment que justement, avec le niveau d'inflation actuellement, les conditions monétaires sont réunies pour que la Fed mette en place une voire deux hausses de taux, comme l'avait évoqué justement Richard Clarida. Donc là, encore une fois, il va quand même toujours falloir surveiller l'inflation, mais on atteint quand même des niveaux assez hauts, assez importants. Et si on garde cette dynamique en 2022, forcément, ça risque de peser derrière sur le marché actions et le rendement des actions. Ce matin, donc, on évolue sans grand changement en Europe, en légère hausse, proche de leur plus haut, voire même sur des plus hauts historiques pour certains indices toujours. Comme je vous le disais, on est dans un début de séance qui s'annonce plutôt calme, pas de grandes news à venir ce lundi. Les investisseurs seront quand même attentifs au sommet virtuel prévu durant la nuit, donc mardi matin, heure de Pékin, entre les présidents américains et chinois, qui pourrait notamment porter sur la question sensible de Taïwan. Enfin, autre rendez-vous de la semaine, les ventes au détail aux États-Unis seront publiées mardi pour le mois d'octobre et pourraient justement aider à évaluer l'impact éventuel de la baisse du moral des ménages, tombé aussi au plus bas en 10 ans, alors que inversement, la hausse des prix inquiète. Donc voilà un peu les principaux catalyseurs à surveiller cette semaine. Côté macro, ici nous avons un graphique qui compare justement l'Internet par rapport aux cryptos et l'adoption. Et très intéressant de voir en fait que la courbe des cryptos suit la courbe d'Internet. Et l'adoption des cryptos à travers le monde euh, eh bien, est similaire justement à celle de l'Internet. Donc, ce qui montre à quel point on a un engouement et
pourquoi pas justement une nouvelle révolution du numérique aussi qui est en train de se mettre en place. Donc actuellement, selon les dernières données que j'ai, on a à peu près entre 280 et 300 millions d'utilisateurs actifs sur les crypto-monnaies. Et force est de constater que effectivement, si la courbe des utilisateurs des cryptos continue de suivre celle de l'Internet, eh bien, on pourrait avoir un réel engouement et surtout une adoption plus massive et on pourrait atteindre quasiment 800 voire 900 millions d'utilisateurs d'ici 2024 ou 2025. Donc ça, ce sont des prévisions. Certains estiment même qu'on pourrait atteindre 1 milliard d'utilisateurs d'ici début 2024, fin 2025. Donc, en gros, ce serait une fourchette entre 1 milliard d'utilisateurs et 800 millions d'utilisateurs, ce qui est quand même assez énorme et un engouement quand même à ne pas mettre de côté. Et sûrement, encore une fois, mais ça j'ai l'habitude de le répéter, une nouvelle révolution numérique qui est en marche avec surtout, grâce aux crypto-monnaies, ce qu'on appelle l'Internet de valeur. En fin de semaine, on a eu des signaux intéressants sur les métaux précieux, notamment sur le gold et le silver. Donc là, je vais porter mon attention cette semaine sur cette classe d'actifs. On avait déjà bien travaillé techniquement le gold, cartographié, j'ai envie de dire, les niveaux clés pour libérer ce fameux potentiel à venir, à savoir cette oblique baissière, couplée avec notre résistance horizontale vers les 1830. Et donc derrière, à la suite de la publication des chiffres de l'inflation, le gold a quand même explosé. On a eu une belle bougie hebdomadaire, on a enchaîné les séances de hausse sur les bougies daily. Donc, des signaux très clairement plutôt encourageants pour la suite. Peut-être que certains ont réussi à se positionner sur ce marché, d'autres attendront au contraire des replis, mais en tout cas, j'ai le sentiment qu'on pourrait repartir dans la tendance primaire. Donc là, un peu dézoomer ce graphique, mais effectivement, on avait une belle tendance primaire haussière et depuis 15 mois maintenant, environ 15 à 16 mois, une tendance secondaire baissière. Et là, très clairement, on est sorti de cette fameuse zone de congestion qu'on avait en données hebdomadaires et tout porte à croire très clairement que le gold est enfin mûr pour repartir dans le sens de la tendance primaire. Et même constat pour l'argent métal. On fera le point techniquement aussi. L'argent métal, lui, évoluait dans un énorme range, toujours entre 22,50 et 28. Et on était sur le milieu de range. Et sur le milieu de range, on a validé pareil une belle épaule, tête, épaule inversée. Donc pareil, un signal technique haussier a été validé avec des objectifs, en tout cas avec un objectif qui pourrait conduire le métal précieux en direction de la borne haute de son range. Là, pareil, des actifs où potentiellement, je pense, on pourrait avoir enfin de l'action pour la fin de l'année et éventuellement aussi un trade ou une opportunité tout simplement swing à moyen long terme, très clairement. Donc là, on fera le point dans la partie graphique cette fois-ci sur le gold et l'argent métal. Maintenant, direction les indices, toujours au perché. La semaine écoulée a été plutôt convenable, j'ai envie de dire. On n'a pas eu non plus une énorme bougie flux, mais du vert, encore une fois, on enchaîne les séances et même les semaines de hausse consécutives. Comme je vous le disais, encore une fois, une fin d'année en beauté ne serait pas à exclure, avec un objectif, selon moi, autour des 7250. Et après, ce serait plus si affinité, j'ai envie de dire, 7350.
Ça représente une hausse pour les 7250, quasiment 2%, même pas, c'est pas énorme. Et aller chercher la borne haute de ce canal, bon, ce serait une hausse de quasiment 4%. C'est aussi envisageable. En tout cas, pour l'instant, encore une fois, ne vous prenez pas les pieds dans le tapis en essayant de vendre. Il n'y a aucun signal de vente sur le CAC 40 comme sur l'ensemble des indices. Pour l'instant, c'est extrêmement haussier, qu'on peut basculer sur toutes les unités de temps, même en daily. Oui, le marché est monté un peu haut, un peu vite, peut-être aussi un peu fort, mais je n'observe toujours pas de signe de ralentissement. Un indice, j'ai pas le sentiment encore que l'indice manque de carburant non plus, et surtout aucun signal de retournement. Donc là, ce que je vais surveiller maintenant au cours des prochaines séances, c'est éventuellement la formation de cette divergence baissière. En cours, on a tout simplement une divergence qui est en train de se former ici, donc on peut très bien continuer à monter jusqu'à 7200. Il faudra juste attendre qu'on ait confirmation avec une cassure du creux ici par le RSI. Donc là, effectivement, on pourrait avoir un signal de repli à venir si cette divergence est bien validée dans les prochains jours. Mais pour l'heure, ça reste extrêmement haussier, soutenu par la Tenkan. Le marché avait besoin un peu de souffler ici. On a consolidé quelques jours avant de repartir, mais force est de constater en tout cas que même les chiffres largement supérieurs au consensus de l'inflation n'ont pas du tout impacté les marchés européens. Alors oui, on a eu une semaine de repli aux États-Unis, notamment sur le Dow Jones, mais pareil, quand je regarde le graphique, je ne suis pas vraiment inquiet de la correction. En tout cas, j'estime qu'on a eu plutôt un léger repli, mais que derrière, les acheteurs pourraient une nouvelle fois reprendre la main. Donc pour l'heure, je reste haussier sur le CAC 40 toujours. Difficile de mettre en place des objectifs en découverte de prix. Pour moi, ça reste quand même les 7250 et ce serait très propre techniquement d'avoir un retour une nouvelle fois sur la fameuse borne haute du canal pour ensuite tenter de chercher des ventes. Mais pour l'heure, en données 4 heures daily ou hebdomadaire, sur toutes les unités de temps, c'est haussier. On n'est pas non plus dans une hausse parabolique. Et tant que je n'ai pas un signal de retournement, eh bien, je vous invite plutôt à chercher des achats sur repli plutôt qu'essayer d'attraper le point haut. Le DAX. Même constat pour le DAX. La semaine a été plutôt bonne, j'ai envie de dire. Là, pour le coup, on a confirmé la cassure par le haut de ce range. Ici, pour rappel, ce setup cassure Tenkan Kijun est toujours vivant, toujours en place. Et on a même confirmé la cassure de la borne haute du canal haussier mensuel. Donc là, on surfait un peu dessus. On est venu pullbacker. Pour l'instant, ça tient. Donc, encore une fois, hein, on a pulvérisé les principales résistances qui pouvaient un peu nous gêner, bloquer encore potentiellement une nouvelle vague de hausse. Mais globalement, comme sur le CAC, difficile d'être baissier, je trouve. On est venu combler ce gap, là c'est reparti. On a une hausse certes très timide, je trouve, pas beaucoup de volatilité, mais pour moi c'est encore trop tôt en tout cas pour vendre. On a ce qu'on appelle, oui, un marché qui commence à ralentir sur le DAX, qui se stabilise en tout cas. On a une hausse, comme j'aime l'appeler, en crabologie, très clairement. On grappille quelques points. Je ne suis pas non plus convaincu de la force des bougies. Vous voyez qu'on a beaucoup de mèches et pas beaucoup de corps. Mais le marché continue de grimper. Donc, une succession de doji, pour l'instant ici, qui montre quand même une certaine hésitation du marché, mais en aucun cas, on a un signal vendeur. Là, il faudrait très clairement qu'on repasse sous les 15 960.
Et si on a une bougie flux qui vient enfoncer ce double niveau de support, effectivement, je passerai vendeur pour aller chercher les 15 008. Mais pour l'heure, une hausse, certes assez timide, mais qui tient, tout simplement. Pareil, plutôt un marché sur le DAX pour des traders intraday, des scalpers. Très difficile de mettre en place un plan swing, je trouve. On a très peu d'amplitude, hein, très clairement. Oui, on monte en crabologie, tout simplement. On n'a pas des belles bougies qui s'empilent les unes aux autres. On monte un peu, on redescend, on monte, on redescend. Bon, vraiment un marché réservé pour le coup à des traders scalpers intraday qui sont capables de prendre 10-15 points et de quitter le marché. Mais bon, moi, mon avis sur ce marché, c'est que je suis en fait toujours haussier, acheteur, mais difficile, je trouve, de mettre un plan de trading. J'aimerais effectivement qu'on retombe sur des bons niveaux de support, qu'on ait un bon repli éventuellement pour reprendre ce train. Mais là, actuellement, voilà, pour moi, on est un peu au milieu de nulle part. On pourrait continuer à grimper comme ça sur un marché assez peu volatile et même complexe, j'ai envie de dire. Donc, plutôt focus sur les classes d'actifs plus évidentes à trader et là où il y a du flux, encore une fois, et de l'action. Le Dow Jones qui a sous-performé sur la semaine écoulée. Effectivement, on a eu un repli du Dow Jones, mais encore une fois, rien de bien dramatique, je trouve. Alors, regardons un peu la tête de la bougie hebdomadaire. Bon, on aurait presque un dark cloud cover, mais finalement, il n'est pas validé. On n'a pas clôturé ici. Vous voyez, il faut clôturer dans plus de 50% du corps de la bougie. Et là, je pense qu'on n'a pas fait les 50%. À vue d'œil, je dirais qu'on a fait un peu moins. Donc, pas de chandelier de retournement en données hebdomadaires, plutôt un marché qui avait besoin un peu de respirer, je trouve. Maintenant, en données daily, je pense que les niveaux de support ont été préservés sur les futurs. En tout cas, sur le cash, j'ai pas beaucoup d'indications. J'ai pas d'éléments alarmants. En tout cas, très clairement, sur le cash, je trouve plutôt une correction saine. Mais j'ai surtout le sentiment que les niveaux de support ont été préservés. C'est pour ça que je vais tout de suite basculer sur le Dow Jones, où on avait très clairement identifié les belles zones où intervenir. Et effectivement, ça a plutôt tenu. Bon, on a fait une petite incursion, mais encore une fois, je ne suis pas inquiet, très clairement. Et je garde toujours un biais haussier sur l'indice Dow Jones. Et là, on pourrait très bien retourner, chercher les 36 500. Autant pour le coup, on était monté un peu vite, un peu haut, notamment sur le S&P. On était quand même sur des gros niveaux. On était venu taper une oblique de long terme sur le S&P. Ça a permis de corriger. Mais là, encore une fois, on est au-dessus du support. En tout cas, on est dans le vert en début de séance sur les futurs en début de semaine, toujours au-dessus du canal, toujours au-dessus du support. Donc, encore une fois, plutôt des achats privilégiés sur l'indice américain. Côté Forex, bon, c'est très mou, très clairement sur le Forex. Très peu d'actions, très peu de paires où il y a de l'action. On a le TP1 de l'euro-dollar, autant, qui a été validé en fin de semaine dernière. Pour rappel, je vous disais que les bougies ici et ici, j'étais si mercredi, mais le support n'avait pas encore cassé, je crois, au moment de l'émission. Mais je gardais un biais baissier avec les deux setups ici de cassure Tenkan Kijun, avec en premier TP1 1,1460 et TP2 1,1370. Donc là, mise à du stop loss. Alors juste avant, je vais quand même regarder la bougie weekly. Bon, très belle bougie weekly. Flux directionnel impulsive. Pour rappel,
C'est le scénario du double top qui m'intéresse toujours. Voilà pourquoi j'ai une prévision assez baissière sur l'euro-dollar avec une target à 1,1180. Et inversement, un dollar qui pourrait continuer de se renforcer dans les semaines et les mois à venir avec le double creux qu'on a eu sur le dollar. Donc si vous êtes sur IG, vous tapez, moi je ne l'ai pas malheureusement sur ProRealTime, je suis branché sur le flux réel du marché et pas sur les CFD, mais si vous êtes sur IG, eh bien vous tapez dollar basket et vous verrez que vous avez un magnifique double creux qui s'est validé sur l'indice dollar. En parallèle, le double top sur l'euro-dollar. Ici, une cible, une prévision de marché, en tout cas à 1,1180 pour les prochains mois. Mais à court terme, je vous disais la semaine dernière que j'avais comme TP1, TP2, 1,14,6 et 1,13,70. Donc là, celles et ceux qui étaient vendeurs sur les rebonds ici avec le stop loss, je vous avais dit, bon, au-dessus de la borne haute, voire de la MM50, eh bien, prise de bénéfice, mise à BE du stop loss, qu'importe n'importe où que vous soyez entré, tout simplement, que ce soit sur les 1,1620 ou à la cassure des 1,1530 pour les retardataires. Peut-être que certains n'étaient pas encore dans ce marché, donc celles et ceux qui sont rentrés à la cassure ici, mise à BE du stop, prise quand même de bénéfice. Là, on est sous le niveau de résistance. Je vais mettre en rouge. Hein. Pour rappel, les résistances sont en rouge et les niveaux de support en vert. Aussi simple que ça. Donc là, sous un niveau de résistance, ça tient et j'aimerais une dernière vague de baisse en direction des 1,1370. En tout cas, j'aime beaucoup la configuration. Les vendeurs gardent très clairement la main. C'est ultra baissier. Pas d'alerte haussière, je vais quand même basculer sur les unités de temps un peu plus courtes, voir si j'ai des signaux qui pourraient potentiellement m'indiquer un rebond à venir, mais pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Là, le seul élément qui me dérange, c'est la divergence Tenkan-Kijun, hein, Kijun qui se met à plat et la Tenkan qui suit les cours et pas Kijun. Donc, ce serait intéressant que Kijun accélère pour éviter qu'on forme cette divergence. Et qui derrière qui permet généralement qu'on ait une divergence Tenkan-Kijun, ça nous invite à un rebond à venir. Donc là, c'est le seul élément qui m'embête, mais on reste quand même sous la résistance. Donc, pas d'inquiétude tant qu'on est sous la résistance. Mise à baie du stop loss si vous étiez vendeur ici, prise de bénéfice là, et objectif final pour moi à 1,1370. Et ensuite, il faudra, au cours des prochaines semaines, prochains mois, continuer à travailler, je pense, à la vente pour aller chercher l'objectif final à 1,1180. Mais dans un premier temps, très difficile de tenir un trade sur plusieurs mois. Autant aller chercher les 1,14,6 et les 1,1370, c'est tout à fait envisageable. La preuve, on a déjà fait le TP1 en l'espace de 2-3 séances. Et donc, celui-ci est tout à fait atteignable voilà, d'ici la fin du mois de novembre. Sur le Forex, effectivement, j'ai pas grand-chose à vous présenter. Je vous parlais de l'AUD Yen. Il y avait le rebond à jouer sur la fameuse zone. Donc ici, on avait mis en place un plan vendeur il y a 2 semaines. Je vous disais qu'on arrivait sur une grosse zone de prix qui pourrait devenir intéressante pour jouer le rebond. Certains avaient peut-être, pour les plus expérimentés, noté la fameuse divergence que j'évoquais avec vous. Et je vous disais justement de vite vous protéger, vite mettre votre stop à break-even. Maintenant, il y a des éléments graphiques qui sont plutôt encourageants. Le premier, c'est potentiellement la formation d'un double creux. Donc pareil, pour les retardataires ici, là j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. Passage en force de la MM200 et la MM50. Et effectivement, double creux sur notre fameuse zone de support. Donc là, je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre. Donc là, ici,
voilà, j'aime beaucoup ce qu'on est en train de faire. À confirmer, il manque pas grand-chose. J'aimerais bien une clôture au-dessus des 83-90, très clairement. Mais ça se présente plutôt bien. Donc, un double creux en perspective. Donc, à vous de voir si vous avez envie de jouer cette figure technique sur cette fameuse zone qu'on a identifiée depuis une zone hebdomadaire depuis plusieurs semaines. Donc après, vous n'avez plus qu'à mesurer l'objectif théorique pour avoir une cible technique. Et deuxièmement, l'autre élément que je vais surveiller, et j'attends confirmation là aussi, c'est la Tenkan et la Kijun. Ici, on a Shiku qui est totalement libre de tout obstacle. On est en train de valider ce double creux. Et derrière, si Tenkan et Shiku se mettent à plat demain, pas forcément, si on a une cassure Tenkan Kijun dans le sens de la tendance, le nuage n'a pas twisté, donc c'est bon. Eh bien, ça renforcerait, si vous voulez, ce niveau, ce scénario plutôt, de reprise haussière sur l'AU des yens. Donc voilà le plan que j'ai envie de surveiller d'un point de vue technique avec le double creux et derrière renforcer ce scénario si au cours des prochains jours on a bien une cassure Tenkan Kijun dans le sens du flux. Auquel cas on pourrait vraiment avoir une reprise haussière de plus grande ampleur et pourquoi pas venir chercher les retourner sur l'ancienne résistance ici vers les 86. Il y avait aussi le plan sur l'euro CHF, toujours qui tient en place pour moi, mais c'est mou, je trouve. Je vous parlais du range à surveiller, surtout du niveau de support, du gros niveau de support juste ici. Là, on a une accumulation de mèches juste incroyable. Pareil, c'est le gros niveau de support hebdomadaire, donc il y avait potentiellement un petit trade à prendre, histoire de grappiller quelques pips, mais ça reste ultra baissier. La hausse de l'inflation renforce le franc suisse, très clairement. Donc là, le franc suisse pourrait même, je n'exclus pas une cassure de ce niveau-là pour aller chercher bien plus bas. Mais en tout cas, on regarde la tête du graphique, ça difficile en fait tout simplement d'être haussier, je trouve, et de parler de reprise haussière. Et donc, si on affine maintenant en données daily, on avait ce beau, pareil, je vais cacher l'Ishimoku, on avait ce beau canal baissier, boum, cassure par le bas, pullback sur la borne basse du canal baissier, pullback à l'intérieur d'un range, et là on est en train de casser la borne basse. Donc, je vous disais de surveiller un peu le range. On avait aussi, si je remets l'Ishimoku, des éléments plutôt encourageants pour les perspectives baissières avec cassure Tenkan Kijun, ici, en parallèle du double top qu'on avait validé, et de nouveau une nouvelle cassure Tenkan Kijun. Si je zoome, vous voyez, tac, hop, cassure Tenkan Kijun, et pour autant, le nuage n'a toujours pas twisté. Donc, valide. Deux beaux setups bien validés. Et là, on est en train de sortir par le bas du range. Donc derrière, pour moi, c'est objectif à aller chercher à 1,0505. Donc, toujours un plan baissier avec un stop loss si vous étiez vendeur ici, par là. Mercredi, je vous avais présenté ce plan mercredi lors de ma dernière émission. Donc le stop loss était placé au-dessus. Et si vous êtes vendeur sur la cassure de range, eh bien le stop loss doit se placer au-dessus de la mèche qui est juste ici, au-dessus du milieu du range. Donc, ça fait un ratio de 1 pour 1, mais sauf pour celles et ceux qui sont positionnés ici, mais globalement, je trouve que ça reste un plan intéressant avec une probabilité de succès assez importante au vu du contexte, d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental. Les métaux précieux, donc commençons avec le gold. Alors, sur le gold, effectivement, la bougie mensuelle est très positive. Enfin, on sort de cette zone de congestion que je vous disais ici.
et le sentiment qu'on va repartir dans la dynamique, dans la tendance primaire. Donc ça, c'est dit. Maintenant, données hebdomadaires, enfin, on a eu quand même une belle sortie de range par le haut, couplée d'une cassure d'oblique. Donc là, maintenant, le mieux serait d'avoir un repli, éventuellement, pour se repositionner et aller chercher 1910. Donc là, on avait un TP intermédiaire à 1850. Bon, il a été rapidement fait, mais pour ma part, je reste assez, comment dire, je reste assez confiant pour la suite, pour aller chercher les 1910 et même 1960, et je n'exclus pas un retour un peu plus haut. Mais là, dans un premier temps, ce serait 1910 à aller chercher. Voilà, on a eu j'estime en tout cas qu'on a eu un beau signal technique haussier, sortie de range par le haut, cassure d'oblique de long terme, belle bougie flux directionnelle et impulsive. Donc maintenant, le sentiment que les acheteurs ont très clairement repris la main. Donc là, pour les retardataires, éventuellement, faudrait trouver se positionner sur repli. Profitez de tous les replis pour aller chercher votre TP1 à 1910. Donc dans ce cas-là, basculez sur l'unité de temps 4 heures et surveillez des replis de marché sur la Kijun. Là, ce serait un retour sur les 1850, 1845. Ça me semble possible, à voir si la dynamique reste forte ou pas, mais plutôt maintenant, voilà, se positionner plutôt sur des replis qu'en pleine accélération, forcément. Mais des perspectives haussières très encourageantes pour la suite et des signaux techniques et graphiques, pareil, plutôt, positifs et qui plaident pour tout simplement une nouvelle vague de hausse avec un premier objectif à aller chercher à 1910. Et puis derrière, on verra, mais 1960, c'est tout à fait envisageable. Maintenant, le silver, où pour le coup, là, eh bien, ce n'est pas trop tard, j'ai envie de dire. Pareil, prise de recul en données hebdomadaires. Ici, en données hebdomadaires, nous avons un énorme range de consolidation dans lequel évoluent les prix depuis maintenant août 2020. Donc, autant vous dire que la rupture d'une des deux bornes devrait logiquement déclencher un puissant flux directionnel. Maintenant, on a eu une figure de retournement proche de la borne basse, mais surtout vers le milieu de range, qui a été confirmée et qui pourrait ramener les cours en direction de la borne haute. Effectivement, si on dézoome, on a une magnifique épaule tête-épaule inversée. Donc, épaule, tête, épaule inversée, belle cassure. Hop, on est venu pullbacker. Donc là, j'estime qu'il n'est pas trop tard. On n'est pas du tout en pleine accélération. Bien au contraire. On a effectué le pullback. On a juste ici la MM200 qui bloque avec la MM50 hebdo. Mais derrière, de belles perspectives haussières. Très clairement, si on reprend l'objectif théorique, vous voyez qu'on pourrait retourner sur les 28 $. Et pourquoi pas les 28,50. Et là, effectivement, si on parvient à aller chercher ce niveau, derrière, c'est d'espérer enfin une cassure par le haut et pour aller viser bien plus haut. Pour avoir reporté le range, ça donne un objectif à 35. Et les 35 ici, c'est une énorme zone mensuelle de prix. Donc voilà un plan susceptible d'animer l'année 2022, en tout cas, qui se présente aujourd'hui, mais qui pourrait se dérouler comme sur le gold sur plusieurs mois. Donc un plan de moyen long terme, encore une fois, tout dépend de votre profil, si vous êtes trader ou investisseur. Mais ici,
Si les planètes sont alignées, effectivement, il y a potentiellement un gros coup à jouer sur les métaux précieux en fin d'année, début d'année 2022, sachant qu'ils ont été un peu délaissés au profit des actifs jugés un peu plus risqués comme les actions. Mais je pense que les métaux précieux pourraient revenir sur le devant de la scène d'ici la fin de l'année et surtout à partir de 2022. Donc là, potentiellement, l'opportunité, enfin, l'année des métaux précieux pourrait être celle de 2022. En tout cas, on pourrait avoir un retour des investisseurs institutionnels, des, des flux, d'énormes flux entrant sur ces classes d'actifs-là. Donc là, à court terme, 28,50. Et si on casse ce gros niveau, je pense que on devra avoir une très belle accélération sur le silver derrière. Le Brent. Et là, pour le coup, mon plan a complètement été invalidé. Je me suis fait sortir du marché. Le stop loss a sauté. Invalidation de la sortie de drapeau. En même temps, la bougie mercredi derrière, bon, parle d'elle-même avec un avalement baissier. J'attends de voir, je reste à l'écart maintenant sur le Brent. La configuration était plutôt belle avec ce beau drapeau ici, mais derrière complètement invalidé. Maintenant, je vais attendre réaction des prix vers la MM50 et sur le support. Pour moi, ce serait une dernière tentative d'achat ici. Et si ça casse, la dynamique sera cassée en fait, tout simplement. J'aurai le sentiment que le marché commencera véritablement à s'essouffler. Pour l'instant, ça reste quand même très haussier, mais si on enfonce ce niveau, ce ne sera pas bon signe pour la suite. Très clairement, on pourra avoir une accélération baissière et un mouvement correctif plus important. Pour l'heure, je n'ai pas envie de passer baissier car on est sur support. Et acheteur, je me méfie. Je me méfie après s'être pris un stop assez vite sur le Brent. Et j'attendrai au moins un chandelier intéressant sur des unités de temps plus courtes. Est-ce que je peux réajuster ce canal? Bon, j'attends dans la zone, tout simplement. Là, pour moi, j'estime qu'on est au milieu de nulle part. Je vais voir si je réajuste le canal ou pas. Pour l'instant, c'est baissier à court terme. On a une belle zone de support ici. Je vais mettre l'Ichimoku pour voir un peu où est-ce que je me situe. Ok. Donc là, on a une belle zone, zone de prix horizontale, Tenkan, hebdomadaire, et MM50, qui est pas bien long. Donc là, pour l'instant, je vais laisser le marché finir un peu sa dégringolade, sa correction, mais j'estime qu'on est sur un gros niveau. Et effectivement, c'est un niveau qui me donne envie de repasser à l'achat sur le pétrole. Maintenant, je vais prendre plus de précautions que la première fois et attendre, même si on avait un beau signal. Malheureusement, il n'a pas fonctionné, mais pas envoyer sur touchette, mais attendre vraiment un beau signal 4 heures sur cette MM50, cette zone et notre Platen Can, pour derrière espérer une nouvelle jambe de hausse et pourquoi pas toujours un objectif à 90 $ qui me semble intéressant sur le pétrole. Mais pour l'instant, c'est trop tôt, je reste à l'écart. Un plan en tout cas à surveiller cette semaine. Le light, c'est pareil, mais là pour le coup, on est dans un range en fait. J'ai le sentiment qu'on est dans un range. Juste ici.
La zone est plus basse. Je préfère toujours la configuration graphique sur le Brent que sur sur le Brent que sur le Light. Toujours, on est quand même. La MM50 est quand même plus basse aussi, donc bon, pareil, même constat que sur le Brent. Finalement, on est. Je vais supprimer le canal qui sert plus à rien et me dire qu'on est dans un range finalement. Voilà, on est dans un range de consolidation. Donc phase de ping-pong potentiellement, phase de trading range, auquel cas il est nécessaire d'attendre un chandelier de retournement. Sinon derrière, si on casse la MM50, comme je vous le disais, on pourra avoir vraiment une correction et un mouvement correctif plus profond derrière. Mais pour l'heure, pas de plan de trading pour moi. J'attends que le marché finisse sa rotation complète vers la borne basse, comme sur le Brent. Et ensuite, on verra si on peut identifier des éléments techniques intéressants pour nous permettre d'anticiper une nouvelle rotation des prix vers la borne haute. Les cryptos, mais ça n'a pas réellement bougé. On a eu une petite correction mercredi, mais rien de dramatique, comme toujours, hein. Je vous rappelle que dans un marché haussier, avoir des corrections sur les cryptos de 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7%, c'est tout à fait normal. C'est même plutôt sain. Mieux vaut avoir de temps en temps des corrections de 5-6% que monter à la verticale et se prendre une purge de 30% d'un coup. Je préfère un marché qui monte doucement mais sûrement plutôt qu'un marché qui monte en mode parabolique. Au moins, on construit une hausse et une dynamique plutôt saine. Et ça, c'est préférable, très clairement. Maintenant, sur le BTC, ça reste mou, ça reste haussier, bien évidemment. Voyons voir la tête de la bougie weekly. Rien d'alarmant, toujours au-dessus de la résistance, mais on se stabilise hein, finalement depuis plusieurs semaines maintenant. Pas grand-chose à dire. Pas grand-chose à dire vraiment sur le BTC, je trouve. À part que le mois de novembre est censé être le meilleur mois de l'année pour le BTC. Pour l'instant, on est un peu à la traîne. Bon, le mois n'est pas terminé, mais le mois de novembre est réputé pour être l'un des meilleurs mois en termes de performance moyenne pour le Bitcoin. Et pour l'instant, on a une hausse assez timide depuis plusieurs semaines, mais rien d'alarmant, rien de dramatique. C'est absolument pas baissier pour autant, donc peut-être que certains cherchent à se positionner sur les replis. Ma foi, ça reste une stratégie tout à fait acceptable. Maintenant, je n'ai pas de plan de trading à vous proposer sur le BTC. Plutôt là du suivi de tendance. J'ai plutôt envie de faire du suivi de tendance pour celles et ceux qui sont positionnés plus bas, qui ont su prendre des opportunités bien avant. Dans ce cas-là, remontez votre stop et puis surveillez le marché, regardez la dynamique. Mais pour l'heure, j'observe rien d'inquiétant sur le BTC. Voilà, ça reste haussier, il faudra passer au-dessus des 66 000. Puis je garde toujours une cible à 70 000 en tout cas sur cet actif. L'Ethereum, mais globalement, c'est exactement la même chose. Là, pour le coup, peut-être que certains en ont profité pour se positionner sur les replis. Les anciens, la cassure, enfin le repli des anciens plus hauts. On est toujours dans un canal haussier. Et même constat que sur le BTC, on a une belle hausse,
des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut, une hausse bien structurée à l'intérieur d'un canal, ce qui permet de cadrer justement cette dynamique. Et puis, il faut mettre à profit tous les replis sur les anciens plus hauts, je trouve. À chaque fois, c'est une stratégie gagnante. Regardez, tac, ici, tac, ici, tac, ici, tac, ici, tac, ici, plusieurs fois là. Là, on est en train de repartir. L'Ethereum a vraiment une structure très propre, très nette et très facile, je trouve, à trader ou à se positionner sur ce marché. Autant, si vous tradez les indices, je trouve que c'est complexe, autant là, les cryptos, on a un peu de flux, on a un peu d'action. De toute façon, 2021, c'est l'année des cryptos, très clairement, mais pour moi, le marché ne manque pas de carburant, c'est plutôt bien orienté. Et puis maintenant, comme je vous le disais, mon TP1 reste les 5150 sur l'Ethereum. Comme évoqué lors des précédentes émissions, la fameuse tasse avec anse, report de la anse, donc 5150. Une fois que cet objectif sera atteint, eh bien, je reporterai la hauteur de la tasse qui lui me donne un objectif aux alentours des 6100 $. En donné 4 heures, bon, on a mordillé un peu la borne basse du canal, mais c'est surtout en données daily que ça m'intéresse. Petit excès baissier, mais rien de bien méchant. Non, mais c'est plutôt positif. Juste voir la clôture hebdo. Bon, on a clôturé sur un doji. Non, rien de plus à ajouter. Sur les crypto-monnaies, ça reste haussier, c'est bien orienté à la hausse, il y a des beaux dossiers. On n'a toujours pas d'alt season selon moi. Enfin, on n'a pas eu on a des départs, mais certaines partent et pas d'autres, notamment le secteur des métaverses, du gaming, un peu du NFT, mais pas comme lors des précédentes alt season où tout partait un peu fort, un peu vite. Là, c'est je regarde certaines cryptos, enfin certains altcoins, on a des départs différés, tout simplement. Peut-être qu'on aura une vraie alt season dans plusieurs semaines, plusieurs mois où tout partira. Mais là, en tout cas, j'ai plutôt l'impression que les investisseurs sont quand même plutôt, enfin, sont assez sélectifs et se consacrent vraiment sur des projets ambitieux au lieu de payer des shitcoins comme on a eu avec Shiba et Doge récemment. Un départ de ces monnaies, enfin de ces crypto-monnaies un peu bancales, j'ai envie de dire, qui n'ont pas de réel projet derrière. Mais quand je scanne un peu tout le marché et tout le secteur crypto, globalement, là, les départs qu'on a, ça reste quand même des projets liés au NFT, au gaming, au métavers surtout, donc des projets il y a des cryptos qui ont quand même des projets et une équipe derrière qui a envie de construire quelque chose de concret. Donc, des investisseurs plus sélectifs et qui se tournent un peu plus vers l'avenir plutôt que sur des coins ultra spéculatifs, comme le Doge ou comme le Shiba Coin. Écoutez, sur ce briefing des marchés est terminé. Je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades, et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.